Bien, nous avons, depuis le temps qu'existent les maisons de lettres, ça fait 3 ans, hein, là déjà. Le principe donc, c'est de se réunir dans un espace de convivialité où on partage nos moments d'être, c'est-à-dire principalement les grands moments d'inspiration que l'on réinterprète, par, la voie du témoignage et du partage, que l'on réinterprète du point de vue de l'être. En général, les grands moments d'inspiration dans notre vie, nous les interprétons du point de vue de l'image qu'on se fait de soi-même, c'est-à-dire du moi limité, de ses de ses représentations, ses conditionnements et cetera, n'est-ce pas? Et il est intéressant de donner voix, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous donnons voix à l'être, là où d'ordinaire, nous interprétons à partir de nos limites, par le fait de cet espace de convivialité qu'on qu'on, dédié à l'être, nous nous retrouvons à réinterpréter du point de vue de l'être, ce qui contribue à renforcer notre présence d'être. Il y a vraiment lieu de travailler, hein, la présence d'être. Donc à partir d'éléments de soi-même. Alors, pour ça, vous sont offerts des thèmes, nous témoignons de nos expériences fortes, en rapport avec des thèmes, voilà, des thèmes inspirants qui nous aident à récapituler dans notre vie ces expériences d'être. Je ne dis pas des choses extraordinaires là, vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Donc, nous avons comme cela travaillé sur plusieurs thématiques depuis tous ces mois-là qui sont passés. Nous avons travaillé sur la création, nous avons travaillé sur la fusion et maintenant nous travaillons sur la synchronicité et en travaillant sur la synchronicité, un peu en rapport avec le livre que j'ai réédité là, début cet été, hein, Vivre la synchronicité par les contes, à l'occasion de la publication de ce livre, de sa promotion, des signatures que j'ai pu faire, des présentations à la Cornaline notamment et à l'atelier que j'ai donné ensuite, finalement, c'est affirmer une idée, moi, qui me passionne, qui est de regarder la synchronicité non plus du point de vue du héros que nous sommes, qui est en dualité, si on peut dire, mais du point de vue de la conscience elle-même. C'est-à-dire, comment les moments de synchronicité que nous pouvons avoir vécus, comment ces moments de synchronicité, peuvent être regardés du point de vue de la conscience elle-même, c'est-à-dire en unité et c'est ce que nous commençons à faire maintenant, c'est à travailler la synchronicité, donc toujours dans le cadre des maisons de lettres avec ces échanges, entre nous et ces partages sur nos grandes expériences et notamment des expériences de synchronicité. Comment, heu, vivre ces expériences de synchronicité ou comment traiter et témoigner d'expériences de synchronicité qui auraient été vécues en unité. Donc nous sommes amenés par, les témoignages que nous partageons et la perspective à vivre en synchronicité ou à nous attacher à expérimenter la synchronicité en unité. Alors, pour cela, un peu dans le même esprit que nous avions dès le départ, à savoir, heu, attirer les synchronicités dans notre vie. Alors encore une fois, nous avions commencé avec l'idée que nous sommes le héros de la synchronicité. Donc nous nous sommes appliqués à distinguer, les coïncidences des synchronicités. Ensuite, nous nous sommes appliqués à mesurer combien, heu, des événements forts qui arrivaient dans notre vie et qui avaient un caractère synchronistique pouvaient être très désagréables et nous inspirer du rejet ou au contraire être très agréables et nous inspirer beaucoup d'excitation. Donc malgré la force de ces événements, comment recevoir, reconnaître la synchronicité de ces moments-là, heu, du point de vue de l'être, vous voyez? Heu, c'est une chose sur laquelle nous avons travaillé et nous avons travaillé un troisième aspect qui était, que pour reconnaître, les synchronicités, il fallait un minimum de friction, c'est-à-dire de créativité, de tension créative dans notre vie. Et puis nous avons changé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons changé de perspective maintenant, plutôt que d'attirer les synchronicités en tant que nous en sommes le héros, nous allons nous intéresser aux synchronicités
et à attirer les synchronicités du point de vue de la conscience. C'est-à-dire, pas tant en tant que héros, ou centré sur nous-mêmes, mais centré sur la conscience. Alors ça peut paraître un peu bizarre ou inhabituel, qu'en effet, quand on vit une synchronicité, généralement, on se vit complètement au centre du monde. La synchronicité nous arrive et elle vient souligner un sens, elle vient donner un sens à notre vie ou pointer un sens extraordinaire à notre vie. C'est très excitant et on adore raconter les synchronicités. Et généralement, quand on raconte les synchronicités, on est complètement polarisé sur nous-mêmes, sur le point de vue dominant de nous-mêmes, sans trop s'intéresser d'ailleurs au point de vue des parties prenantes. On méconnaît souvent les parties prenantes. Il y a pas que nous. Une synchronicité, c'est un croisement de coïncidences qui ont un sens très fort. Et le sens est tellement étonnant par rapport à nous-mêmes, finalement, on finit par s'enfermer sur soi-même. Alors que être, on pourrait dire, la conscience, le champ de conscience dans laquelle apparaît cette synchronicité est impliqué. Et ce que nous avons ouvert pour vivre la synchronicité du point de vue de la conscience, ce que nous avons ouvert, c'est une distinction entre les objets de conscience, donc les choses qui se passent, et le champ de conscience dans lequel apparaissent ces choses qui se passent. Force est de reconnaître, n'est-ce pas, que, regardez, là nous sommes réunis, hein, nous nous voyons sur des écrans, donc il y a des objets visuels, on pourrait dire. Nous sommes chez nous et en même temps devant un écran et dans cet écran, il y a les figures de chacun. On pourrait dire que ce sont autant d'objets visuels, d'accord? Et ces objets visuels apparaissent dans le champ visuel de chacun. Ah, et ce champ visuel de chacun, en fait, il n'a pas de contour. Si les objets visuels ont un contour, le champ visuel de chacun n'a pas de contour. Votre champ visuel, là maintenant, il était hier, n'est-ce pas? Il sera demain. Certes, il accueille les objets visuels dont on vient de parler, mais il en accueillera bien d'autres et ailleurs. Donc, il n'est pas limité à ici, là où vous êtes, ni à votre personne en réalité, le champ visuel. Il n'a pas de contour, il est limité, il est infini, il est insondable, il est intemporel, il est partout, nulle part. Il est tout et rien, le champ visuel, sans contour, illimité, n'est-ce pas? Il est un, il est l'un, il n'y a que lui. Il y a plein d'objets visuels qui apparaissent dedans et aucun de ces objets, ou cette multitude d'objets ne pourront jamais épuiser son infinitude. Ils ne peuvent pas le remplir. Et une infinité d'objets peuvent apparaître en ce champ visuel qui n'est pas seulement visuel, qui est auditif, qui est sensoriel, qui est émotionnel, qui est mental, hein. Champ de réception, champ de conscience, conscience, conscience infinie. Donc si nous faisons cette double distinction, nous sommes à la fois limités, les objets que nous faisons exister sont limités, nous-mêmes, nous nous percevons comme un objet limité et en même temps, nous sommes un champ de conscience illimité, nous sommes une conscience infinie, nous sommes conscience dans laquelle apparaissent ces objets. Des objets qui ont des contours quand la conscience n'a aucun contour. Et il y a un endroit où ça se rencontre, un endroit qui n'est rien, qui est nulle part, qui est partout. Il y a pas, il y a, qui n'est pas un endroit. Pourtant, on pourrait dire il y a un endroit.
C'est l'identification à l'objet qui fait croire qu'il y a un endroit, parce qu'en fait, nous sommes infinitude. Nous sommes un. Donc, nous allons, notre idée en tant que voulant expérimenter la synchronicité, ou vivre en synchronicité, provoquer, attirer des synchronicités. C'est notre but. Hein. Nous avons une perspective d'attirer des synchronicités dans notre vie, mais pas en tant que héros de la synchronicité, pas en tant qu'identifié à des objets de synchronicité, mais en tant que conscience, en tant que l'un. Marche? Donc, avec cette distinction en arrière-plan, si vous l'avez bien intégrée, là, elle est assez simple, elle est très puissante. Elle nous permet de voir la synchronicité, d'attirer la synchronicité du point de vue de l'un. Et il y a une façon de faire que je vous ai proposée et pour laquelle nous allons partager des témoignages. Il y a une façon de vivre la synchronicité ou d'attirer la synchronicité à partir de caractéristiques de la conscience. Si comme champ de conscience, nous sommes illimités, ou nous sommes éternels, ou nous sommes finis, comme champ de conscience, hein, je dis bien, ou si nous sommes élevés, si nous sommes toute naissance, si nous sommes accueil, si nous sommes création, si nous sommes conciliation, vous sentez tout ça en tant que champ de conscience. Nous sommes de nature à faire apparaître des objets de conscience élevés, des objets de conscience généreux, des objets de conscience savants, des objets de conscience inventifs. Regardez, si dans votre vie, par exemple, sur une question existentielle, la relation à quelqu'un, par exemple, ou la relation, vous êtes dans une réunion d'amis, vous êtes dans une réunion d'amis et cette réunion est plate, cette réunion tourne en rond, ce qui est dit est inintéressant ou est tellement pauvre par rapport à la richesse des personnes qui sont là, vous êtes désolé, etc. Et donc vous êtes coincé dans l'objet pauvreté de réunion, hein, et vous êtes identifié à la pauvreté de réunion, vous êtes un peu déprimé. Souvenez-vous, imaginez que vous vous souveniez que, ah mais attention, je suis aussi champ de conscience illimitée, je suis conscience élevée, je suis conscience novatrice, je suis conscience régénératrice. Oui, non? Imaginez ça dans ce contexte donc d'une réunion plate. Ne pourrait-il pas, tout à coup, dans ce champ de conscience élevé, on va dire, apparaître un objet élevé dans cette réunion? C'est-à-dire peut-être quelqu'un aurait une idée élevée qui élèverait la réunion, qui tout à coup animerait les échanges, ferait que de la platitude dans laquelle on était, on se retrouve dans une dynamique vivante. Bon, c'est un objet encore, mais d'un objet plat, on est passé à un objet régénéré, à un objet créatif, à un objet élevé. Et c'est arrivé par inspiration, c'est arrivé par coïncidence probablement. La personne qui est à la source de cette élévation soudaine de la réunion, le propos qu'elle vient de tenir ou d'ouvrir, cette personne a eu une sorte d'inspiration. C'est à la croisée de coïncidences, les inspirations. C'est une association d'idées probablement qui fait que la personne a pensé dire ceci, et tout à coup élève. Ça, c'est le résultat de l'invocation, peut-être, que vous avez, qui vous a traversé en tant que champ de conscience élevé. Après tout, il n'y a aucune raison de se limiter à des objets là. Ok, ça va? Vous me suivez là dans ce que je raconte? Ok. Bon, et ben voilà, c'est ça qui nous intéresse. C'est à ça qu'on va s'amuser maintenant.
Et je pense que c'est une façon d'attirer la synchronicité, pas en tant que héros concentré, centré sur lui-même, mais en tant que conscience illimitée, en tant que champ de conscience illimité. Après tout, il ne tient qu'à nous de se rappeler, il ne tient qu'à nous de rappeler l'un, de vivre des synchronicités du point de vue de l'un. Ça vous va? Alors, on a trouvé une astuce pour ça, qui est sur la base de distinguer donc les objets de perception des caractéristiques du champ de conscience, des caractéristiques de l'un. Ça paraît bizarre de dire que l'un a des caractéristiques. C'est un artifice, bien sûr. L'un est tout. Et on peut le décrire. On peut dire l'un est élevé. Vous voyez, l'un tout à coup a élevé le débat. Oui, non? Dans l'un est tout, est élévation, comme euh, sans limite, comme amour, comme intelligence, créativité, etc. Hein. L'un, pourquoi ne serait-il pas tout ça? Sauf que l'un, d'une certaine manière, ça nous impressionne et on est comme inhibé tout à coup. On sait plus quoi faire ou quoi dire ou comment se tenir devant l'un. Hein, c'est une sorte de super abstraction, alors que quand vous distinguez les objets de perception du champ de conscience, et en tant que champ de conscience, c'est assez facile de se ressentir champ de conscience, de ressentir l'infinitude du champ de conscience qui n'a aucun contour. Comme j'ai commencé de le faire, l'infinitude, tout accueil, le tout pardonnant, le tout pardon, on peut dire, la pureté, l'inaltérable. On peut dire tout ça. Ce sont des caractéristiques de l'un. Si l'un est tout, il est partout et il est nulle part. Il est tout et rien. Ça marche. En tant que champ de conscience, on n'est rien, on est nulle part. On est nulle part. Vous êtes nulle part. Là, notre réunion est nulle part. Où a-t-elle lieu? Dites-moi. Où sommes-nous dans l'un? Trouvez-moi un endroit dans l'un où nous sommes. Nous sommes nulle part. Nous sommes partout. Ça marche? Donc, on peut, il suffit d'invoquer, on ne pense pas à ça, mais c'est pas nouveau, hein, je ne dis rien d'original là. Je dis des choses que les mystiques ont pratiquées et d'une certaine manière, hop, on en attrape un peu, on peut faire la même chose. C'est-à-dire, on peut même les récupérer, par exemple, ce que les musulmans ont su très bien développer, c'est toute la richesse de l'invocation des noms de Dieu. Ils en ont 99, mais bien sûr, pour dire que ça ne se limite pas à 99, que c'est une infinitude de noms de Dieu. Mais ils travaillent avec 99, c'est déjà pas mal. Et nous, on va faire la même chose. Mais on ne va pas appeler ça des noms de Dieu, on va appeler ça des caractéristiques de la conscience. OK? Là, on est tranquille, on n'a pas besoin d'être musulman. Hein? On va faire juste en ressentant à partir des mémoires spirituelles qui sont en nous. Il y a tout ce qu'il faut en nous. Il suffit d'entrer en soi-même et de ressentir. Donc, nous sommes partis là-dessus, tranquillement. On peut faire l'expérience et échanger. Alors, dans le miroir du conte du langage des animaux, vous voyez, on a quelque chose de très proche. Le langage des animaux, c'est une thématique des contes merveilleux, hein, que vous connaissez. Euh, Quand on connaît le langage des animaux, qu'on a la capacité à comprendre le langage des animaux, d'une certaine manière, on est dans la capacité à tout savoir. C'est un très grand pouvoir, un pouvoir très dangereux. On comprend qu'on puisse en mourir, le trahir. Et si vous regardez en psychopathologie à quoi ça correspond, hein, ce que peut être les crises maniaco-dépressives, on voit bien que, en effet, à
pouvoir accéder au tout possible à la totalité des informations, comme on l'a dans des crises maniaques où le système de défense tout à coup est poreux et qui fait qu'on accède à la totalité. Il est très difficile d'accéder à la totalité, de tout savoir et de rester tranquille. Généralement, les gens, les maniaques dépressifs, quand ils sont dans une crise maniaque, bah, ils grillent leurs neurones. C'est-à-dire, le moi limité s'excite avec, avec ce soudain pouvoir limité. Et le moi limité, accédant à l'illimité, se brûle ses neurones. Techniquement, c'est très mesurable. Dans les crises maniaco-dépressives, le maniaque, dans son délire, brûle ses neurones et il ressort de là très, très affaibli. Et il peut ressortir de là handicapé. Hein, ce sont des expériences très dangereuses. Quelque chose comme ça dans le secret associé au langage des animaux. C'est un, c'est un thème récurrent de l'univers des contes merveilleux. Bon, on l'a dans ce cas du langage des animaux, donc le chasseur qui, parce qu'il a sauvé le fils du roi des serpents, obtient du roi des serpents d'accéder au langage des animaux. Et il est assez avisé, une fois qu'il a le langage des animaux, pour gérer son existence avec prudence. Il sait profiter de ce qu'il a entendu des corbeaux pour aller vers son Seigneur pour découvrir avec lui le trésor et ainsi pouvoir intégrer le trésor dans son existence, a changé du jour au lendemain, hein, il devient richissime, mais reconnu par le Seigneur. C'est bon. Ensuite, il continue à vivre sa vie de chasseur, c'est-à-dire une vie de vitesse, il y a une vie à la maison avec les autres, et puis il y a une vie tout seul, à la chasse. Et là, à la chasse, il peut vivre euh, certainement son rapport aux animaux, son rapport au tout savoir par ce pouvoir du langage des animaux. Mais la vie a un autre projet pour lui, on pourrait dire, si on peut dire ça comme ça, que la vie a un projet ou que la vie a des projets. Et il ne va pas pouvoir mener cette double vie, il ne va pas pouvoir continuer à mener cette double vie. Il n'est pas dans l'ordre des choses qu'avec un pouvoir pareil, on reste de côté. Hein. Un pouvoir doit être vécu dans la présence des autres, dans une présence au monde ouverte. Parce que le pouvoir lui-même, il doit aller son chemin, il doit faire son œuvre, il doit rayonner sa lumière. Donc, il ne peut pas continuer comme ça dans son coin. Et la vie va l'éprouver. Tout à coup, il va être découvert par sa femme, et il va être mis sous pression. Et il est réellement menacé. Généralement, ce thème-là, être découvert quand on possède ce pouvoir de comprendre le langage des animaux, est considéré comme mené à la mort, simplement. On ne va pas résister à la focalisation de l'environnement sur nous un tel pouvoir. C'est un peu ce qui arrive pour celui qui fait des bouffées délirantes, qui fait des crises maniaques. On ne peut pas vivre sur soi-même, on ne peut pas vivre dans le moi, les limites du moi conditionné, un pouvoir illimité, c'est pas possible. Donc ça va mal tourner. Mais bien sûr, il n'est pas dans l'ordre des choses que ça tourne mal. Mais nous, si nous poursuivons à vivre ce pouvoir illimité à partir de nos conditionnements, ça ne peut que mal tourner. Et l'histoire va nous montrer comment le héros va s'en remettre pour vivre son don. Il va prendre une posture d'abandon. Vous avez bien perçu ça dans l'histoire. C'est-à-dire, il décide avec sa femme, écoute, bon, tu veux savoir une chose que je ne peux pas dire, tu en aurais trop peur, hein, dit-il, voilà, il essaie de gagner du temps avec ça, mais on va faire un voyage tous les deux. Et quand il décide de faire ce voyage, en réalité, c'est dans la posture où il se remet totalement
l'origine du don. Qui a voulu son expression et certainement poursuit à s'exprimer. Je parle de l'origine du don. Hein? Le don a une origine. Encore une fois, le don n'existe pas en tant que tel. Le don est un objet, hein, mais l'origine, la conscience, l'un. Hein, donc, un qui s'exprime à travers ce don n'a pas de raison de ne pas poursuivre son expression. Et s'il y a un vecteur, à savoir le héros de l'histoire, il est tout à fait avisé de la part de ce héros de s'en remettre à cette origine elle-même, à s'en remettre à l'un. Donc cette histoire est intéressante parce qu'elle montre comment on peut se remettre à l'un pour régler les questions. Nous, par nos limites, avec notre moi limité, on ne pourrait pas gérer. Et donc il va s'en remettre totalement aux coïncidences, aux synchronicités que cette origine va produire pour maintenir son expression avec ce vecteur, avec cet individu. Et ça va donner lieu à tout un tas de stimulations de mémoire qui sont dans l'arrière-plan, hein, qui vont se croiser les unes les autres, s'aligner les unes après les autres, jusqu'à produire une pression extrême. Lui, il est sous pression, mais tous les vecteurs qui, tout à coup, rencontrent ce pouvoir sont stimulés et mis sous pression, jusqu'à sa femme qui va exploser et tout à coup comprendre sans que le héros n'ait rien eu à dire. Là, vous voyez un peu ce que je pointe, là, ce que je souligne? Comment vous pouvez vous reconnaître dans cette histoire? Comment nous pouvons nous reconnaître dans cette histoire? Savoir qu'il y a moyen de vivre l'un à partir de l'un. Et c'est ce que nous avons entrepris quand nous nous sommes distribués des caractéristiques de conscience, en reprenant les noms de Dieu, hein, de l'islam, mais encore une fois que nous reprenons de manière laïque, comme caractéristiques de conscience, nous nous sommes donné des noms, nous avons choisi des noms et nous nous sommes dit, hey, on se retrouve dans un mois avec des témoignages de synchronicité qui nous seront arrivés à partir du moment où on commence à traiter des questions de notre vie avec cette qualité. C'est-à-dire, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je suis dans une réunion, ce qui pourrait bien arriver, d'élever, si j'invoque ce nom de l'élevé, celui qui élève, le champ de conscience qui élève, un champ de conscience qui élève. Ah, vous concevez bien qu'un champ de conscience, par inspiration, peut élever un débat. Faire apparaître des objets élevés, voilà, c'est ça. Dans le champ de conscience total apparaissent des objets qui peuvent avoir des qualités de l'absolu. Parce que c'est élevé en tant qu'absolument élevé, c'est pas élevé plus ou moins élevé. C'est pas plus ou moins élevé, c'est absolument élevé. C'est absolument créateur, c'est absolument parfait, c'est absolument éternel. Et c'est pas plus ou moins, c'est pas. Vous comprenez ça? Toutes les qualités ont un caractère d'absolu. Alors, je conçois tout à fait que nous avons, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on s'y mette, et on va s'aider à apprendre à fonctionner comme ça. À mon avis, c'est pas très compliqué. Il faut être précis, tout simplement, hein, et on va s'aider à cela. Donc c'est une manière, ça donne tout à fait, la maison de lettres est tout à fait appropriée pour ça, hein, de se réunir comme nous faisons avec le sérieux que nous avons, hein, et la fantaisie qui va avec.
nous devons y arriver. On parle avec tranquillité et bonheur d'être ensemble. On dit des choses sérieuses, profondes, et on est léger, hein, en fait. On se casse pas trop la tête avec la discipline. Il y a des gens qui voient ces réunions des maisons de lettres se sentent de recommander, il faudrait peut-être mettre en place des protocoles d'échange, vous voyez, que nous soyons attentifs, etc. Non, on n'a pas besoin de ça, hein, franchement, depuis le début, hein, on s'en passe. Alors, euh, il est juste d'ambitionner de vivre en synchronicité. Une manière de vivre en synchronicité que de ramener l'un dans nos existences sur les questions de notre vie, de l'invoquer à travers des qualités et de recevoir des réponses, de recevoir des synchronicités. Et d'une certaine manière, à faire ça, on va vivre en synchronicité. Et à fréquenter ces synchronicités, donc ces manifestations de l'un venant en réponse à nos questions, à nos appels sur des questions qui peuvent faire avancer, eh bien, on va fréquenter l'un. Vous voyez? Formidable. C'est une grande chance de pouvoir fréquenter l'un. Et on va le faire à la vitesse que l'on veut, chacun, on va le faire tranquillement. Chacun selon son souhait, c'est-à-dire ceux qui veulent aller lentement, ils vont lentement, ceux qui veulent aller intensément, ils vont intensément, ceux qui veulent aller vite, ils vont vite comme ils veulent, avec plus ou moins de ferveur, c'est ça que je veux dire, si vous voulez, avec plus ou moins d'engagement. Mais si on est assez malin, à fréquenter l'un, on devrait à un certain moment devenir fou amoureux de l'un. C'est tellement extraordinaire, là. C'est une histoire d'amour qui nous attend. Et quand on aimera follement l'un, on ne pourra que vouloir fusionner avec l'un. Vous voyez? Voilà, moi en tout cas, ma perspective. Et je suis heureux de la partager avec vous, parce que je sens qu'on peut y arriver, comme ça. Euh, Là, on est le groupe en visioconférence. Il y a un groupe en Bretagne, on fait la même chose. Et puis maintenant, là, je vais ouvrir un café à Paris, un café de la synchronicité, avec des gens qui ont été très, très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle qu'on allait pouvoir vivre les là. Et, et ça a levé une joie incroyable. Dans le groupe, là, j'ai proposé ça dans l'atelier de synchronicité de la cornaline, et il y a eu une joie incroyable qui s'est levée dans le groupe. C'était magnifique, vraiment. Ils se sont tous précipités sur les dés, vous savez, pour tirer des noms au hasard. C'est deux dés qui permettent de tirer, enfin, comme dans le jeu Héraclès, hein, ceux qui connaissent le jeu Héraclès, il y a deux dés qui permettent de tirer de 1 à 100 des, des proverbes. Et là, on tire des noms de Dieu. Voilà, des caractéristiques de conscience, de 1 à 99. Et vous en avez tiré la fois dernière. Normalement, vous devriez aujourd'hui raconter comment, ayant invoqué dans des contextes voilà, critiques, on va dire, comme ça, ou en tout cas où vous traitiez une question, comment, ayant invoqué un nom, celui-ci a répondu. Ayant invoqué la conscience, le champ de conscience, sous telle ou telle caractéristique, tout à coup, des objets de conscience sont apparus, des synchronicités, et ça apparaît par inspiration, toujours. On est à un certain niveau et tout à coup, ouf, l'un s'en mêle, on va dire, si on peut dire ça, et il y a une synchronicité qui arrive. Il y a une inspiration, un alignement de coïncidence, et tout à coup, tac, ça s'élève. Ou, ou c'est généreux, ou c'est nourrissant, ou c'est sublime, ou c'est précieux. Alors moi, j'avais travaillé sur le précieux, hein, je crois. C'est avec le mot précieux, avec le nom précieux, que j'ai décidé de passer le mois. En ça, j'avais le mot sublime. Et j'avais quoi? Je pense que j'avais exprimé, j'avais témoigné de quelques moments sublimes qui m'étaient advenus par le fait d'invoquer le sublime. J'avais invoqué le sublime
à une fête de Noël avec mes enfants, avec ma famille, et il y a eu un moment sublime, un moment. De même, j'ai invoqué le précieux, et j'ai eu des moments précieux très singuliers. Tiens, par exemple, le café de synchronicité est apparu, ça, l'idée même du café, la manière dont c'est apparu, à travers des moments précieux, et tout à coup est apparue euh, cette idée simple, qui est pas spécialement, enfin, qui est un peu originale, mais pas si originale que ça, bref, qui en tout cas était bienvenue, et c'est arrivé à la croisée de, de précieux, et le lieu lui-même qui est vraiment tout à fait étonnant, c'est une dépendance d'un café parisien, donc, qui est un petit bijou qui peut accueillir 20 personnes, pas plus. Alors il y a un bar, etc. Et on privatisera cet endroit, qui est une petite merveille, qui est apparu comme ça. Précieux, c'est précieux, oui, je pourrais dire. Euh, je n'en demandais pas tant, et c'est sorti tout seul. Mais j'étais dans la demande, j'étais dans l'attention au précieux. J'étais champ de conscience précieux, d'une certaine manière, voyant apparaître des objets précieux. Et je me suis posé la question, tiens, dans la banalité de tous les jours, ce serait quoi le précieux? Et vraiment, on m'est apparu de façon très claire que dans la banalité pourrait être sacrée, le banal pourrait être sacré. Et j'ai entendu un témoignage de Jean d'Ormesson il y a quelques jours qui disait exactement la même chose, qui disait que on ne célébrait pas assez le banal, et on devrait célébrer le banal. Mais vous voyez, le banal habité, le banal simple, léger, en réalité sacré. Je pourrais dire plein de choses encore, je ne souhaite pas en dire davantage, à moins que vous souhaitiez que je vous parle davantage de ce que j'ai pu vivre, mais bon, c'est bien. Je pense qu'il faut vous laisser la parole à vous maintenant. Vous avez tous fait un nom. L'invitation, c'est, pour rendre compte de synchronicité, c'est d'avoir invoqué cette caractéristique de conscience, ce champ de conscience avec cette caractéristique, sur des questions de votre vie, pour recevoir ces manifestations, des objets du même type qui apparaissent dans le champ de conscience.